Là où les SCPI, les foncières cotées, essayent de tirer un maximum les rendements parce que, bien entendu, ils ont vendu. Ils préfèrent que ce soit fermé que de louer avec un loyer qui est revu à la baisse, qui a un vrai loyer de marché. Nous, on a besoin, en tant qu'investisseur, d'être beaucoup plus réaliste et de connaître son marché. Moi, j'ai des boulangeries où le fonds de commerce vaut 600 000 €, donc il vient d'être cédé, et les murs valent 600 000 €. Des fois, tu as des valeurs de fonds de commerce qui sont tellement énormes que derrière, le prix des murs, c'est quasiment la même valeur. Non, c'est vrai qu'on a beaucoup de multi-investisseurs et en moyenne, on va dire qu'un investisseur classique par an, il en achète 2-3. L'emplacement en commerce, il bougera jamais. Un bel emplacement, ça restera un bel emplacement. Alors peut-être que tu auras 10-15% de valeur en moins le jour où il y a un crash national, comme tu as dit, mais ça sera la même chose que pour ton appartement. Bonjour Raphaël. Bonjour Pierre-Emmanuel. Tu vas bien? Ça va et toi? Bon, on est ravis de t'accueillir dans nos 41 mètres carrés. Écoute, merci de nous recevoir, de me recevoir surtout. Exactement. Meilleur acheteur. Exactement. On va parler immobilier commercial. Je vais être transparent avec toi, on se l'a dit juste avant, j'y connais rien du tout. Écoute, ça tombe super bien parce que j'y connais un petit peu et j'aime bien transmettre. Eh ben, c'est génial. Nous, chez Maslow, on propose que de l'immobilier résidentiel à des investisseurs, des particuliers qui achètent de l'immobilier locatif. Donc ça, on maîtrise plutôt. Et toi, tu t'adresses aussi à des particuliers qui vont acheter, mais cette fois-ci de l'immobilier commercial. C'est bien ça? Exactement. Donc nous, on a créé cette plateforme qui s'appelle Meilleur Acheteur. Cette plateforme permet aux investisseurs particuliers et aussi professionnels de chercher, être accompagnés sur de l'acquisition immobilière commerciale. Ok. Vous existez depuis combien de temps et c'est quoi votre modèle économique aujourd'hui? Donc là, ça fait 2 ans et demi que la plateforme existe. Donc on est toujours en développement tech assez régulier. Là, ça fait 1 an, on va dire qu'on est à fond sur le développement sales. Et notre business model, c'est 3% à l'acquisition le jour où le client signe sa promesse. En quoi vous êtes des professionnels chez les meilleurs acheteurs? Toi, ton parcours, raconte-moi un peu. Écoute, 20 ans d'immobilier, j'ai commencé un petit peu comme toi, habitation classique, les petits studios, on démarre à l'acquisition, une petite foncière patrimoniale où on a envie de se dire que pour nos vieux jours, ça va nous permettre de tenir. Okay. Et un jour, on m'a proposé de locaux commerciaux, j'ai goûté, j'ai mis en location, j'ai vu les rendements, j'ai compris un peu les galères, les différentes pièges. Voilà, donc tu es capable de nous éclairer aujourd'hui. Et du coup là voilà, donc je me suis mis là-dedans et ça fait à peu près 15 ans que j'achète uniquement de l'immobilier commercial et aussi un peu d'immeubles de rapport. Ok. Donc moi j'ai plein d'a priori sur l'immobilier commercial voilà, et donc j'ai plein de questions. Et puis on va essayer aussi d'éclairer les gens qui nous écoutent, qui nous regardent sur si je veux me lancer aussi là-dedans, les pièges à éviter. Bien sûr. Est-ce que les critères sont les mêmes que pour choisir de l'immobilier résidentiel classique? On reviendra aussi peut-être sur le locataire, le financement, si ça te va. Est-ce que le programme te plaît? Nickel. Bon. L'immobilier commercial, moi, je me dis, c'est trusté par les SCPI, c'est-à-dire les personnes qui nous écoutent, leurs banquiers, leurs assureurs, leurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants peuvent leur proposer de la pierre papier, dans lequel souvent il y a de l'immobilier bureau ou de l'immobilier commercial. Comment fonctionne le marché aujourd'hui de la transaction de l'immobilier commercial en général? Alors, le marché de la transaction immobilier commercial, elle est vraiment trusté par les institutionnels, donc les SCPI, OPCI et tous les gros porteurs, grosses foncières. Et on a en fait une partie, alors je pourrais dire à peu près un chiffre, mais je pense que c'est 20-30% du marché, qui est porté par des petits porteurs, ce qu'on appellerait, donc investisseurs particuliers, petites foncières familiales. Donc vraiment 70% au moins... c'est peut-être un peu plus à voir sur les chiffres, mais on a beaucoup d'institutionnels qui s'intéressent à cette typologie d'actifs. Est-ce que tu pourrais déjà, toi, définir ce qu'est l'immobilier commercial? C'est-à-dire, on va retrouver quoi dedans? Alors, dans l'immobilier commercial, on a tout ce qui est locaux commerciaux, donc murs de boutiques, on a des bureaux, on a des locaux industriels, on a des hôtels aussi, et on va dire tout ce qui est autre qu'habitation. Ok. Bon, immobilier résidentiel, moi quand j'essaie de conseiller nos clients, je vais privilégier l'emplacement, le rapport qualité-prix, le rendement locatif. Est-ce que c'est la même chose dans l'immobilier commercial? C'est quoi un bon emplacement pour investir dans l'immobilier commercial? Alors le bon emplacement, c'est celui où toi, personnellement, tu vas maîtriser le secteur. Ça veut dire que toi, tous les matins, t'achètes ton pain à la boulangerie à côté de chez toi, tu vas aller au bureau, tu as ton petit café que tu aimes bien, etc. Et c'est des emplacements que tu vas voir vivre
régulièrement. Tu vas comprendre un petit peu qui vient acheter, est-ce que le commerce fonctionne, est-ce qu'on est dans des commerces de proximité qui tournent, et derrière, tu vas dire, écoute, pourquoi pas, si c'est à vendre un jour, acheter ce type d'immobilier. Après, une fois que tu as commencé sur des secteurs que tu connais, des emplacements que tu maîtrises, tu pourras bien sûr te développer sur d'autres secteurs et aller réfléchir avec d'autres projets. Moi, je me dis que l'intérêt de passer par une plateforme comme la tienne, c'est parfois de maîtriser des marchés que je ne maîtrise pas. Je vais être caricatural, je suis parisien, je vais avoir les critères que tu me dis, mais je vais peut-être pas avoir le budget pour acheter une boutique à Paris. Donc peut-être que j'ai besoin d'aide pour me dire que je peux aller sur des villes de province, peut-être des villes que je connais. Donc, bien sûr. Tout le monde sait dans ce podcast que je suis normand et que je suis né à Caen. Donc je suis capable de dire ce qui est un bon emplacement dans la ville de Caen. Mais aujourd'hui, est-ce que vous allez pouvoir aider un investisseur à investir sur un secteur qui, par exemple, ne maîtrise pas? C'est ce qu'on essaye de faire chez Maslow. Quand la personne nous dit où on calcule un budget d'investissement à 150 000 euros, 150 000 euros, je ne peux pas investir partout en France. Donc parfois, les personnes vont investir dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas. Comment tu vas aider, toi, les gens à définir les bons critères pour l'investissement par rapport à leur budget, par exemple? Bien sûr. Alors nous, on a créé déjà une première question dans notre process d'installation, on va dire, de locaux. C'est où tu viens, est-ce que tu veux investir dans un secteur en particulier? Quel marché tu connais? Voilà, le marché que tu connais, ta résidence principale, ta résidence secondaire, tes parents, etc. On essaye bien sûr, d'aller sur des marchés que la personne connaît. Si la personne ne veut pas investir dans ces marchés où sur le produit est trop cher, ou on va dire qu'on n'est pas du tout sur cette voie-là, on va l'amener avec nous sur des marchés, on va dire, qu'on connaît bien et qu'on maîtrise nous. Parce qu'on ne va pas aller faire investir dans des bleds où il n'y a personne qui est valo, on va se retrouver avec un locataire qui part. Donc c'est important d'aller sur des marchés qu'on maîtrise, où on a déjà fait des opérations. Et puis après, dans les villes, il y a, je suppose, des emplacements numéro 1 et des emplacements qui le sont moins. Voilà, ça diffère sur les prix, ça diffère sur les qualités de locataires ou sur les typologies de locataires. Là également, je suis dans le vrai ou pas trop? C'est dans le vrai. Les emplacements numéro 1 sont très chers et très demandés. Voilà, rue piétonne, rue etc. piétonne, emplacement avec des locataires AAA, type grandes enseignes nationales. Locataire AAA. Déjà, on s'arrête. C'est quoi un locataire AAA? C'est une société qui a plusieurs locaux. C'est Zara? Voilà, Zara, okay. H&M, et qui ont des gros magasins et beaucoup de magasins dans tout le territoire. D'accord. Donc ça, c'est la sécurité locative. Ça veut dire qu'il y a une notation du locataire. Ça, si, par exemple, tu me proposes un local commercial avec un autre locataire, tu vas me dire la cotation du locataire, c'est... je sais pas, AA ou simple A. Oui, on a des cotations. Après, les enseignes nationales, bien entendu, elles sont des cotes, des moments où elles sont plutôt en gloire et des moments où c'est beaucoup plus en berne. Donc, il va falloir un peu suivre ça. C'est pour ça que je dis toujours, c'est important de regarder le locataire, mais c'est important de voir derrière son remplaçant, parce que le jour où il part... La capacité du remplacement. Si le local est complètement à l'abri, mais qu'on a une super signature aujourd'hui, si le locataire part, qu'est-ce qu'on va y faire? Ouais, est-ce qu'il faut que je fasse des travaux? Exactement. Okay. Très bien. Alors, moi, aujourd'hui, sur le marché résidentiel, chez Maslow, ce que je vais dire à mes investisseurs, c'est que le marché, il est tellement tendu. Il y a même des zones qui n'étaient pas tendues qui le deviennent. C'est-à-dire des zones où j'aurais pu te dire, tiens, il y a 5 ans, reste un peu attentif. T'es pas certain que ton logement, il va trouver un locataire facilement. Aujourd'hui, on est full de chez full, on ne construit plus assez de logements, c'est la cata. J'ai un peu une image inverse de l'immobilier commercial parce que j'écoute, je regarde la télé, je vois des enseignes nationales, notamment des magasins de fringues, Camaïeux, Naf, etc., qui ont mis la clé sous la porte. Donc je me dis, il y a peut-être plus de vacances locatives. C'est quoi l'état du marché en 2025 de l'immobilier commercial et comment vous analysez la situation? Alors le marché se redessine. Ça veut dire que les activités qui étaient comme le prêt-à-porter, comme d'autres activités de vente de mobilier, etc., se mettent en ligne. Et il y a beaucoup de nouvelles activités, beaucoup de bien-être, beaucoup de commerce de proximité. On a des centres-villes qui se redessinent. Donc, il faut être hyper attentif sur le centre-ville, voir comment ça se redessine, quelles sont les rues qui sont, on va dire, devenues piétonnes, comment on redessine un petit peu tout le centre et réfléchir avec surtout les commerces de droite, les commerces de gauche, voir un petit peu les 5 commerces de gauche pour voir un petit peu quelles sont les typologies de locataires qui manquent. Donc, il y a plein de choses où il faut analyser d'abord l'emplacement, voir exactement quel est le locataire actuel, bien sûr, avec sa notation, et le locataire futur si le locataire actuel part. Donc ça, c'est vraiment un métier d'analyse.
Comment vous trouvez les biens? C'est-à-dire vous fonctionnez avec, je sais pas, de l'apport d'affaires, des partenariats avec des agences spécialisées? Exactement. Donc nous, on a créé une API en fait qui va aller directement chercher, avec l'accord des partenaires, tous les portefeuilles qu'ils ont à la vente. Donc on a récupéré comme ça énormément de data, donc plein de produits à vendre. Et derrière, on a un outil qui scrape intégralement le marché. Donc on a aujourd'hui une data sur une cotation, et on a créé aussi un simulateur. Donc vous allez mettre l'adresse avec les typologies et les critères du local, et derrière on va vous donner un prix estimé et une valeur locative. Ok. Est-ce qu'on peut parler un peu du locataire? En fait, ça fonctionne comment? Un bail de location, c'est un bail commercial, c'est quoi la durée d'engagement? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Est-ce qu'il y a des baux qui sont un peu différents? Je pense au double net, triple net, qui prend en charge peut-être des travaux, l'entretien. Est-ce qu'il y a des différences, des choses qu'il faut surveiller lorsqu'on se lance dans l'immobilier commercial, comme on doit le faire dans l'immobilier résidentiel? Bien sûr. Donc le bail commercial, c'est un bail 369 de manière générale. Donc c'est classique, on a 3 ans déjà d'engagement avec notre locataire. Ça se renouvelle automatiquement au bout de 6 ans et 9 ans. Il n'y a que le locataire qui peut donner congé tous les 3 ans. Okay. Nous, en tant que propriétaire, on est complètement fixé avec eux au moins 3 ans. Donc le jour où on signe un bail commercial, bien entendu, soit on a acheté un local qui est déjà loué, et bien, il faut regarder certains critères et certaines clauses du bail. Okay. Si on achète un local qui est vide et qu'on veut installer nous-mêmes le locataire, c'est nous qui mettons les les clauses. Donc, en général, taxe foncière à la charge du locataire. Les charges sont 100% refacturables au locataire. 100%. Et parfois, les travaux, donc tout ce qui est travaux d'aménagement intérieur, c'est bien sûr le locataire qui le fait pour son activité. Pour son exploitation. Et on appelle l'article 606, l'article de gros œuvres, ravalements, etc., qui sont à la charge du propriétaire. Comme nous, un peu, quand on est dans l'immobilier... on va dire en résidence gérée, par exemple, nous on propose beaucoup de résidences étudiantes, bail commercial, exactement. Premier investissement, je veux pas de soucis. On est sur le même bail. La différence, c'est que le bail, la faculté de rétractation à 3 et 6 ans n'existe pas pour l'exploitant. Voilà. Le 606, c'est pareil. Et effectivement, l'aménagement, faut que ça corresponde à l'exploitation de l'exploitant, si je peux m'exprimer. Donc le locataire va demander en général des franchises pour faire les travaux. On lui offre en général des franchises pour lui permettre de démarrer. Okay. Et une fois qu'il est installé, derrière, il faut suivre. Et ce que je dis toujours, c'est qu'il y a beaucoup d'humains dans l'immobilier commercial, parce qu'en face de nous, on a bien entendu une personne qui va vouloir créer, qui a un projet, qui est un entrepreneur. Et derrière, on a aussi des familles, etc. Donc il faut comprendre qu'on n'est pas là pour trouver un tiroir caisse. Hein. Je le dis souvent, mais c'est vrai que c'est important. Ouais, c'est un équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Donc là où... les SCPI, les foncières côté essayent de tirer un maximum les rendements, parce que, bien entendu, ils ont vendu derrière aux investisseurs. Nous, on a besoin, en tant qu'investisseur, d'être beaucoup plus réaliste et de connaître son marché. Donc le local, encore une fois, où tu vas arriver et tu vas dire le loyer est à 20-30% au-dessus du marché. Alors bien sûr, un entrepreneur peut aller sur un risque de surpayer, mais il ne va pas tenir. Donc ça sert à rien. Lui, c'est un pourcentage de chiffre d'affaires. En général, quand tu vas en resto, tu sais que ta cote-part de loyer, elle doit représenter un pourcentage de chiffre d'affaires. 10% en général. Parce que dans les SCPI, c'est là où tu as raison, c'est que la SCPI, on rappelle le principe, tu collectes de l'argent, tu achètes en gros après, et ta SCPI, elle te promet un rendement. Donc aujourd'hui, tu pars des locaux vides sur des emplacements numéro 1. Exactement. Tu te dis, mais je comprends pas pourquoi c'est pas loué. Tu vois, tu apprends que tu es à Quimper et que tu es à 3 000 € par mois de loyer pour une boutique qui fait 60 mètres carrés. Et que ça vaut 2 000. Et peut-être qu'à 2 000, ça se loue. Exactement. Sauf que si ça appartient à une SCPI, elle ne peut pas louer à 2 000, parce que si elle loue à 2 000, elle ne pourra plus donner le rendement à l'investisseur. Donc c'est juste, on va dire, ce qu'ils acceptent, c'est un taux de vacances locatives. Entre 0 et 5%. Voilà, à 95%, 90% de taux d'occupation. Ils préfèrent que ce soit fermé que de louer avec un loyer qui est revu à la baisse et qui a un vrai loyer de marché. Ça veut dire que si, par contre, c'est aujourd'hui une propriété qui n'est pas de la SCPI ou qui est une transaction gré à gré que toi, tu pourrais rentrer chez vous, ça veut dire que toi, au contraire, par exemple, c'est une opportunité peut-être où le loyer était peut-être à 3 000 sur l'ancien locataire. Et aujourd'hui, peut-être que ça va leur marcher à 2 000. On récupère beaucoup de biens qui appartiennent à des SCPI qui veulent revendre, justement parce qu'ils n'arrivent pas à promettre et à honorer leurs promesses. Et derrière, nous, on remet le loyer au marché, on arrive à relouer et revendre derrière à des investisseurs. Les personnes qui achètent aujourd'hui de l'immobilier commercial, les investisseurs, ils préfèrent acheter un logement vide et détenir
toutes les clés, c'est-à-dire c'est moi qui vais rédiger le bail, les conditions, etc., avec une analyse de marché que vous pouvez faire, ou c'est plutôt je cherche l'investissement avec un locataire déjà en place et un rendement certain plutôt qu'une promesse de rendement. Non, il préfère un rendement certain. Là, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois les bilans aussi de ton locataire, tu te rends compte qu'il a mis, je sais pas moi, tant de travaux ou un pas de porte quand il est rentré avec il va pas éventuellement un droit d'entrée, avec des chiffres d'affaires qui sont prouvés un X années. Derrière, tu dis il va pas partir, ou même s'il part, il va revendre un fonds de commerce, ce qui va te garantir à toi une solidité de ton investissement. Donc c'est vrai que les néo-investisseurs, on leur conseille toujours d'aller sur du local déjà loué. Parce qu'on a un historique, parce que c'est clair, parce que c'est lisible et on arrive facilement à lui donner une garantie derrière. Est-ce qu'il y a une corrélation entre... tu me dis si je pose des questions bêtes, mais bien sûr, est-ce qu'il y a une corrélation entre la valeur des murs et de l'emplacement et la valeur du fonds de commerce? Alors, c'est totalement différent. Le fonds de commerce, c'est ce qui a été créé par donc le locataire. Je prends l'exemple d'un resto qui fonctionne ou un bar. On va prendre un resto, un bar, une boulangerie. Parfois, je te dis n'importe quoi. Moi, j'ai des boulangeries où le fonds de commerce vaut 600 000 euros. Donc, il vient d'être cédé. Et les murs valent 600 000 euros. Pour te donner juste une idée. Donc, ça veut dire que quand tu achètes ce genre d'opportunité, tu te retrouves à avoir une garantie qui est quand même celle où ton fonds de commerce est égal au prix des murs. Donc, les bars, comme tu dis, les restaurants, c'est exactement ça. Des fois, tu as des valeurs de fonds de commerce qui sont tellement énormes que derrière, le prix des murs, c'est quasiment la même valeur. Donc, on se retrouve quand même à avoir une vraie solidité derrière. Un locataire qui a 7 ans en général ou 6 ans de crédit pour acheter son fonds de commerce, plus un loyer qu'il doit payer, donc il faut qu'il tourne. Et derrière, il faut vraiment que tu te plantes pas pour acheter ce genre d'opération. Est-ce que par rapport à ce que tu viens de dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de prix mètre carré sur des locaux commerciaux? Il y en a un peu moins. On a des notions de rendement, de rentabilité, donc un calcul avec le loyer et sur un prix de vente. Loyer au mètre carré plutôt que... Un loyer au mètre carré. On a des emplacements ultra prime avec des loyers type Champs-Élysées ou les grandes rues de Lyon, etc. Voilà, du bon côté, côté soleil. Et par contre, on va avoir des valeurs, on va dire, mixtes après sur certaines rues parce que les baux sont très très variables. On a des baux qui datent d'il y a 15-20 ans qui sont renouvelés par tacite reconduction et du coup on n'arrive pas à avoir une valeur de marché. Par contre, on va avoir une valeur de fonds de commerce. Ce qui fait que demain matin, si tu as un restaurant où il y a un tiers de la valeur qui est de loyer en moins, tu vas pouvoir mieux revendre ton fonds de commerce, mais par contre, tu vas avoir un très bon locataire derrière qui va rester parce qu'il va pouvoir tenir. Donc, il faut faire attention. On n'a pas de valeur indiquée. C'est là où c'est un peu plus compliqué. C'est que la valeur de marché, elle est celle que la personne va vouloir bien payer. Va mettre, quoi. Exactement. Ok. Donc, il faut être bien accompagné. Exactement. C'est là où la data est très importante. Et par exemple, nous, on a récupéré énormément de data chez beaucoup de confrères et des data de marché où si tu me donnes une rue à Paris, je vais te dire que les locaux se louent en moyenne là-bas, mais j'ai des vraies valeurs. Et par rapport à la valeur de marché, je vais pouvoir te donner un prix assez rapide. Ok. Dans l'immobilier résidentiel aujourd'hui, on a des contraintes réglementaires. Par exemple, la performance énergétique des logements. Sur l'immobilier commercial, est-ce qu'on est concerné, pas concerné? Est-ce qu'il y a une réglementation particulière? J'ai en tête l'idée que mon local commercial, il peut exercer certaines activités, pas d'autres, sur certains emplacements. Ouais, là, on est plus dans un droit privé par rapport au règlement de copropriété. Ok, donc c'est très concrètement le rez-de-chaussée de mon immeuble qui a le droit d'avoir de la boutique, de la profession libérale, mais pas de restauration. C'est ou alors c'est un peu ça. C'est souvent en fait le règlement de copropriété encadre les activités. Donc tu peux avoir un restaurant. Parfois ils te mettent donc sans nuisance. Ou on va dire malodorant, etc., d'activités malodorantes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux installer un conduit avec l'accord de la copropriété et y faire un restaurant. Okay. Ce que les gens ne veulent pas, c'est qu'on n'ait pas de nuisance. Donc ça veut pas dire de nuit et une boîte de nuit, quoi. Une boîte de nuit avec zéro insonorisation, tu pourras pas y faire. Par contre, si tu installes une boîte de nuit, bien sûr sous l'accord de la copropriété, avec une insonorisation nickel et que tu déranges personne, tu pourrais le faire. Ok. Donc, je suis investisseur aujourd'hui. C'est quoi le ticket d'entrée ou le budget pour investir dans un local commercial? Alors, le ticket d'entrée, il est faible. On a des locaux à partir de 150 200 000 euros. Donc, on n'est pas sur des très gros tickets.
tu peux avoir un apport à peu près de 20% en moyenne pour pouvoir démarrer. Et on va dire que l'investissement est en général fait sur 15 ans. Ok. Donc, c'est là où il va y avoir des différences pour l'investisseur privé, hein, les gens qui nous écoutent. Il y a le financement, l'analyse de la banque ne va pas être la même. Donc, moi, chez Maslow, je propose un investissement en résidentiel. Ils vont prendre, alors ça a un peu augmenté, mais une quote-part des loyers qui est promis. Je vais pouvoir emprunter sur 20 ans, je vais pouvoir emprunter parfois sur 25 ans si je suis jeune. Le calcul d'endettement va se faire sur mes revenus, sur ma personne à moi. Et j'ai des taux de crédit immobilier qui sont rarement différents entre l'achat de ma résidence principale et l'investissement locatif. Il me faut aujourd'hui de l'apport personnel. Généralement, on dit 10% d'apport personnel, c'est bien. Si je veux investir en immobilier commercial, on est plus dans une analyse un peu professionnelle, c'est ça, donc c'est pas les mêmes critères. On va regarder déjà le locataire, on va regarder l'emplacement. Donc la banque, elle va te demander le bail. Bien sûr, le bail, pour regarder un petit peu la capacité du locataire à rembourser, bien entendu, le crédit. On va peut-être pas tout le temps calculer ta capacité d'emprunt, parce que souvent on achète en société ou SCI. avec des SCI, et du coup ils vont regarder aussi ta capacité d'emprunt, mais ils vont plutôt se référer avec la validité du projet, c'est-à-dire est-ce que c'est un projet qui est valable, qui va aller bien entendu en financement. Donc il y a une étude. Les investisseurs ils font de la SCI à l'IS souvent. En général c'est de la SCI à l'IS pour pas être trop chargé à l'IR. Ouais. Ok. Donc ils vont regarder donc le locataire, et après derrière ils prennent une quote-part, comme toi tu as dit, en général c'est 80% du loyer. Okay. Ils vont aller en études un peu plus poussées sur le locataire. Plutôt partie pro, quoi. C'est-à-dire, je suis dans l'agence plutôt pro des banques. 15 ans avec un taux en ce moment 3,50 on va dire, qui est plutôt un taux professionnel et pas un taux particulier. Okay. Donc on va avoir des taux un peu plus élevés. Ouais, sur la durée, 3,50, voilà. On va dire que sur 15 ans, c'est c'est plus élevé que aujourd'hui un 3... entre 3 et 3,30 que je peux tourner aujourd'hui entre 20 et 25 ans sur un investisseur particulier. Donc on a des durées plus la durée est plus courte. Donc ça veut dire que l'épargne mensuelle, l'effort d'épargne peut être plus élevé. Et on va dire, donc c'est-à-dire que si je résume mon critère d'entrée pour réaliser un investissement dans l'immobilier commercial, je peux trouver quelque chose à 150 000 euros, qui peut être comparable à l'immobilier classique que moi je peux proposer. Je vais avoir besoin de 30 000 euros d'apport. Je vais emprunter sur 15 ans. Exact. Et donc mon calcul en fait d'épargne, il va se faire là-dessus. Par contre, le rendement risque d'être plus élevé que ce que... On tourne entre 7 et 10%. Ok. Donc forcément, moi, coupe le rendement-risque. Plus tu m'offres de rendement, plus c'est risqué. C'est quoi aujourd'hui la différence entre un rendement à 7% et un rendement à 10%? Alors le risque, c'est l'emplacement, la qualité du locataire et la faculté derrière à relouer le jour où la personne elle est partie. C'est juste ça. Est-ce que tu es dans une rue qui est demandée? Est-ce que tu es sur un emplacement où il y a beaucoup de vacances? Est-ce qu'il y a de la demande? Et derrière, est-ce que le locataire va tenir et va rester le plus longtemps possible? Donc voilà. La valeur de fonds de commerce, elle est importante aussi, je te le disais tout à l'heure, parce que le jour où le locataire il part en retraite ou il va arrêter, il peut revendre son fonds de commerce. Donc toi, tu n'as rien à faire, tu récupères même pas les clés. Derrière, ça tourne, le locataire va revendre, toi tu donnes ton accord pour la nouvelle activité, et derrière, ça repart directement en location. Donc le plus important, c'est derrière, combien de temps tu vas rester finalement sans loyer. Ok. Et ça, tu es capable de l'estimer ou On l'estime sur cet emplacement-là. On sait combien de temps ça met en relocation, quelles sont les demandes qu'il y a dans cette rue et les valeurs, bien entendu, de marché pour ne pas arriver à être sur des surloyers. Donc ça veut dire que si mon horizon de placement qui est dans l'immobilier, commercial ou pas d'ailleurs, plutôt un horizon moyen à long terme, donc je veux dire moi j'investis, vu mon âge, sur une quinzaine d'années parce que un jour je serai à la retraite, je vais essayer de me dire bon, combien de turnover de locataires je peux anticiper sur cet emplacement-là. Exact. Et si je change de locataire, il y a cette histoire de franchise de loyer qui fait peut-être que je vais perdre peut-être un trimestre de loyer, juste comme ça. 1 mois, 2 mois pour pouvoir remettre un locataire et le temps de commercialisation derrière. Ok. La gestion locative, ça se passe comment? C'est-à-dire, tu as des agents immobiliers qui sont spécialisés là-dessus, des régies qui sont spécialisées là-dessus. On a des gestionnaires qui font ça très bien. Donc, le bail commercial, hyper simple à gérer. Une quittance soit mensuelle, soit trimestrielle d'avance. Et derrière, on a 100% des charges, je disais, refacturables. Donc, finalement, il n'y a pas énormément de gestion. Ok. Maintenant, les pièges à éviter, c'est-à-dire des investisseurs qui s'intéressent à l'immobilier commercial, qui pensent qu'ils vont, comme d'habitude, surperformer le marché et faire mieux que vous, et qui se plantent. Alors, les pièges, c'est quoi les pièges? C'est vraiment les surloyers. Donc, surloyers. Ouais, on est sur des loyers
ou comme moi dans la coloc, tous ceux qui me disent je vais acheter un T3 qui a une valeur locative de 800, mais moi je vais louer les 2 chambres, donc je vais faire 1200 et ça va être génial. Et derrière, toi tu vas vouloir remettre ça sur le marché et tu vas calculer le rendement avec les 1200 €, sauf qu'ils oublient que derrière il y a toute une galère parce qu'il y a de la vacance, il y a de la casse. C'est un peu l'entretien plus que si tu as un locataire qui reste 5 ans. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, sur la partie, on va dire. Donc toi, le focus, c'est le surloyer. C'est-à-dire qu'il faut que le loyer soit vraiment le loyer de marché de 2025. Exact. Ça s'est loué en 2021, c'était 3 000 € par mois. Exact. Aujourd'hui, si le marché c'est 2000, c'est 2000. Si le marché c'est 2000, c'est simple, tu prends ton calcul et tu le mets en rapport avec un rendement qui soit plus élevé. Comme ça, le jour où ton surloyer, écoute, il s'arrête, parce que ça peut durer comme ça à 6 ans, 8 ans, tant mieux, t'es content. Le jour où ça s'arrête, au moins tu n'as pas acheté avec un rendement à 7%, mais tu as acheté avec un rendement à 9%. Les 2% d'écart que tu perds, c'est pas très grave, tu repars sur un rendement normal. Est-ce que ça veut dire, moi je traduis ça dans ma petite tête avec une calculette, de me dire donc c'est plus volatile, c'est-à-dire que la valeur de mon bien peut plus bouger, c'est-à-dire que la valeur d'un produit qui se vendait 300 000 € il y a 4-5 ans peut aujourd'hui se vendre 200 ou 250, c'est un arbitrage de prix qui peut être plus important que mon appartement que j'ai acheté 200 000 € sur un secteur tout à fait correct, sur lequel, pour que mon bien perde 10% de sa valeur, c'est-à-dire qu'il arrive à 180 000 €, il faut déjà qu'il se passe une catastrophe de marché dans ma rue, chose comme ça. Est-ce que ça veut dire que l'immobilier commercial, c'est plus volatile ? Alors, c'est pas plus volatile, mais ça s'adresse plus à des investisseurs. Donc, ce que tu disais tout à l'heure un peu en off, c'est que toi, le jour où tu vas revendre ton appartement, tu as 3-4 possibilités avec le gars qui veut faire son saisonnier, le mec qui veut faire sa résidence secondaire, sa résidence principale, je peux acheter pour y habiter, je peux acheter pour... Donc nous, derrière, on s'adresse à, on va dire, 2 typologies d'acheteurs. C'est soit l'investisseur professionnel ou particulier, soit derrière l'occupant donc qui va y faire son activité. Donc derrière, à la sortie, il faut bien mesurer ce risque-là et se dire qui va racheter ce local. Si c'est un local qui est vraiment dans une rue hyper paumée, où tu vas avoir peut-être qu'un occupant qui va y faire un bureau, déjà, tu vas pas. Tu vas pas. Ou alors si tu vas avec un rendement hyper élevé et tu prends ton risque à se dire que s'il part demain, écoute, il va falloir que tu le revendes et tu vas un petit peu galérer. Donc c'est important de regarder aussi à plus ou moins long terme. Sur certaines rues où tu connais un petit peu les quartiers, c'est pour ça que je repars encore sur ce que je t'avais dit, connaissance de marché. Ouais. Parce que toi, comme tout. Oui, mais comme à chaque fois que tu investis, connaissance du marché. Mais l'habitation, tu me l'as dit toi-même, il y a des coins où, moi, je vois un petit peu sur nos régions, on arrive à se dire, maintenant, on va aller acheter là-bas, alors que jamais de ma vie, j'aurais mis 1 € là-bas. Donc, tu peux avoir des bonnes surprises, mais sauf que l'emplacement en commerce, il bougera jamais. Un bel emplacement, ça restera un bel emplacement. Alors, peut-être que tu auras 10-15% de valeur en moins le jour où il y a un crash national, comme tu as dit, mais ça sera la même chose que pour ton appartement. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité nouveaux ou récents ou des nouveaux locataires qui s'implantent comme ça, essayent de mailler un petit peu le territoire? Alors, j'ai l'idée en tête des crèches privées, parce que j'ai vu plusieurs dossiers passer comme ça sur des promotions sur lesquelles nous, parfois, sur les rez-de-chaussée, on a des locaux commerciaux ou des locaux professionnels. Et à plusieurs reprises, c'était des micro-crèches ou des crèches privées, des franchises, entre guillemets, qui vont s'implanter comme ça. Est-ce que toi, tu as repéré des nouveaux marchés, des implantations d'activités commerciales qui sont intéressantes à avoir en tête aujourd'hui si je veux investir et sécuriser mon projet? Alors, il y a beaucoup de nouvelles tendances. Alors, les tendances, elles ont des cycles. Il faudrait que ça dure, tu vois. Il faut que ça dure. Parce que les crèches, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était super. Aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe dans les crèches, c'est qu'il y a beaucoup de fermetures derrière. Donc, les crèches ont besoin, à un moment donné, ils ont levé beaucoup de fonds, ils ont besoin d'aller faire des ouvertures, ils ont besoin de prouver que le système fonctionne, etc. Et là, on voit que ça se recentre. Il n'y a plus autant de demandes, etc. Donc, la même chose pour les centres dentaires. Il y a eu énormément d'ouvertures. Je l'avais pas celle-là. L'histoire des CBD, on a eu plein d'activités qui sont revenues un petit peu sur les activités. Ça, c'est des temps courts, en fait. Voilà, c'est des temps très courts. Alors moi, je pars sur le principe où si tu n'es pas professionnel et que tu as envie d'investir, va sur un commerce. C'est certain. Voilà, certain. Donc c'est vraiment, écoute, ça peut être l'épicier du coin où tu es sûr que ça va fonctionner. La boulangerie, la boucherie. La boulangerie, la boucherie, le poissonnier, voilà, le métier de bouche. On peut avoir, je sais pas moi, tout ce qui est beauté. Soit les gens reviennent beaucoup au bien-être.
Donc, tu as toutes les salles de sport, mini-salles de sport, les grilles, les basic fit, tout ça, ça fonctionne super bien. Donc, il y a plein on va dire, de sécurité sur ces activités-là. Est-ce que je peux accéder, moi, en tant qu'investisseur particulier, au développement des supermarchés de centre-ville? Aujourd'hui, toutes les marques, les U-Util, les Carrefour City, qui s'implantent un peu partout, à tous les coins de rue. Alors, on fait ce podcast à Lyon, donc on est dans une grande ville, mais maintenant, à tous les coins de rue, on a le Monop, l'Util, le Vival, le machin, etc. Est-ce que moi, en tant qu'investisseur particulier, j'ai accès à ça? Et est-ce que c'est des supports intéressants? Alors, c'est des supports hyper intéressants et c'est des coins, on va dire, où toi, tu vas maîtriser parce que tu sais où tu vas. Maintenant, l'investisseur, en général, qui est propriétaire de ce type de mur n'est pas forcément vendeur. Donc, il y en a de temps en temps qui vont se vendre avec des belles signatures comme le groupe Casino, Leclerc, etc. Donc, il faut aller rapidement sur ces affaires-là et ça part très, très vite. Donc, tu vas en avoir, mais il va falloir prendre une décision très rapidement. Ouais, il faut avoir la bonne info au bon moment, c'est ça que tu es en train de me dire? Ok. Très bien, je comprends. Si on revient sur le profil de tes investisseurs aujourd'hui, c'est qui? Alors, c'est personnes vraiment qui ont commencé l'immobilier il y a quelques années. C'est pas leur premier achat? Ouais, pas forcément leur premier achat. Ils ont déjà acheté quelques appartements, se sont cassés un peu les dents, ont eu des problèmes avec des locataires et se disent que peut-être que dans diversification, ils aimeraient aussi acheter l'immobilier commercial. Et souvent, on a des investisseurs qui veulent avoir un portefeuille, on va dire, un peu plus diversifié en se disant, ça c'est sympa, j'ai fait la coloc, j'ai fait la location saisonnière, j'ai fait la résidence classique gérée, et là j'aimerais bien voir autre chose. Et c'est intéressant d'avoir aussi une diversification dans son portefeuille, c'est important. Ok. Comment je peux me protéger de l'impayé du locataire? Parce que des assurances, ça aussi. Comme ça existe comme pour les particuliers. Donc je peux m'assurer aujourd'hui sur un impayé. Mon loyer en euros, il est plus important que l'appartement du dessus, grosso modo. Donc si j'ai un impayé, pour ma trésor, ça peut être tu peux être dur. Donc il y a aujourd'hui une assurance de loyer impayé sur l'immobilier commercial. D'accord. Aujourd'hui, dans le résidentiel, une assurance loyer impayé, ça coûte 3,50% du loyer. Est-ce que c'est... à 5%. Après, beaucoup ne le font pas parce qu'on a des garanties derrière de locataires. En général, le locataire, il peut avoir mis une GAPD, une garantie à première demande, sur une certaine somme d'argent qui a bloqué à la banque. Donc le jour où il y a un défaut, tu peux carrément activer cette garantie-là. Comme une sorte de compte séquestre sur lequel je mettrais... On a des dépôts de garantie. Donc quand tu signes un bail commercial, en général, on te demande 3 mois de dépôt de garantie, donc tu as le temps aussi de retourner. Et les longueurs de procédure ne sont pas les mêmes. Donc ce qu'on se disait, c'est que pour faire sortir ton locataire d'habitation, tu vas passer 1 an et demi, peut-être même plus. Mais moi, en commerce, si je m'y prends bien avec des bons avocats, en 6 mois, c'est plié. Ok. Donc tu peux récupérer ton bien en tous les cas. Et aller vite. On est quand même dans... on a moins la protection du locataire qu'un particulier, etc. Là, c'est un professionnel, donc c'est quelqu'un d'averti. La justice va considérer que c'est quelqu'un d'averti et de professionnel. Donc il sait très bien que s'il ne paye pas son loyer... après, tu as des accompagnements que tu peux faire le jour où il ne paye pas. Tu peux essayer de faire des mieux toujours discuter et négocier que d'envoyer... on n'est pas là pour aller envoyer l'armée tout de suite. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des actes, il y a des commandements de payer, il y a des huissiers. Et une fois que la procédure est lancée, au niveau du tribunal, ça va vite. Ok. Quand alors déjà, le taux de réachat, c'est ça aussi qui m'intéresse, les investisseurs, parce que je me dis, on le voit... Nous, chez Maslow, c'est que souvent, quand tu fais une première opération d'immobilier locatif, les gens pensent déjà à la deuxième avant que ça fonctionne. Parfois, ils prennent du temps à prendre la première décision, mais après, ça fonctionne. Est-ce qu'on retrouve la même chose sur l'immobilier commercial? Les gens commencent à acheter un premier, ils nous parlent tout de suite du deuxième pour derrière se constituer un gros patrimoine. Non, c'est vrai qu'on a beaucoup de multi-investisseurs et en moyenne, on va dire qu'un investisseur classique par an, il en achète 2-3. Donc ça peut gros. Mais ça veut dire que le profil de tes clients, c'est pas forcément on est sur des gens qui ont déjà développé un patrimoine, qui ont déjà d'immobilier d'habitation. C'est-à-dire qu'on est plutôt 40-50 ou 40-60 en âge, ou tu as aussi des jeunes qui... Non, on a beaucoup de jeunes là qui démarrent sur des accompagnements d'immobilier commercial, mais parce que ils ont déjà commencé, ils commencent de plus en plus jeunes, j'ai l'impression. Ça, c'est de la folie. Mais c'est bien. Ouais, donc moi ça fait 20 ans que je fais ça comme toi, voilà. Aujourd'hui chez Maslow la moyenne d'âge c'est 33 ans, l'acquéreur, avec
25% de nos acquéreurs qui sont non résidents, donc des Français qui travaillent aussi à l'étranger. On en a aussi beaucoup des expats placer leur argent en euros avec des garanties locatives. On le dit jamais assez, mais la France protège quand même beaucoup de choses. Le crédit n'est pas cher. On vient de dire que c'était cher à 3,50, mais tous ceux qui vivent et travaillent à l'étranger savent que c'est vraiment pas cher. On a beaucoup d'expats et quand ils veulent investir par exemple aux États-Unis ou ailleurs, ils voient les taux de crédit, les risques, etc. Ils préfèrent revenir sur des secteurs qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent bien. Ouais, c'est assez impressionnant. Toi, si tu devais faire les plus et les moins entre l'immobilier résidentiel et l'immobilier commercial, tu mettrais quoi de chaque côté de la barrière ? L'immobilier résidentiel, c'est vraiment se loger. Donc, se loger, c'est vraiment un besoin primaire. On a vraiment, je ne sais pas combien de demandes par appartement. Donc, on est sur vraiment le nombre de dossiers que tu reçois quand tu mets un appart à louer. Tu deviens fou. Donc là, on est sur vraiment un besoin. Donc, on en aura, entre guillemets, toujours besoin. Il va falloir qu'on soit plus investi, je pense aussi, dans le choix de ses locataires. Plus investi dans la gestion quotidienne, donc ça veut dire qu'on a des réparations à faire, des engagements à tenir, etc. Et un rendement qui est finalement très très bas. Quand tu payes tes impôts, etc., il ne te reste pas grand-chose, et souvent tu mets la main à la poche, et ça t'oblige à un effort financier. L'immobilier commercial, c'est pas différent. On va dire qu'on va attendre de ton locataire, bien entendu, qui te paye, etc. Tu auras plus de risques, mais plus de rendement, et surtout moins de gestion. Et le rendement risque, il existe d'autant plus où les impayés, ce que je te disais, sont plus rapides à régler et on trouve souvent des solutions parce qu'on a un rapport avec business to business. Si tu as des ennuis, c'est plus grave, mais ça peut gérer plus rapidement. Ça peut gérer plus rapidement. On a en face de nous quelqu'un qui ne va pas être à la rue, financièrement peut-être, mais pas physiquement. Donc ça veut dire que tu te retrouves avec un mec en face de toi qui est un petit peu en discussion business to business en disant voilà, écoute, j'ai vu que je suis en difficulté, voilà, etc. Là, j'en ai eu un cette semaine, il m'appelle, il me dit écoute, j'ai encore 1 an et demi de bail avec toi, je sais que je vais pas tenir, etc. J'ai pas envie d'aller en RJ, donc redressement judiciaire ou déposer le bilan. Viens, on s'arrange, etc. Et là, le redressement judiciaire de ton locataire, c'est vrai que ça fige la créance et du coup... Ça fige la créance, mais par contre, ils ont l'obligation de te payer, etc. Il y a tout un process. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu t'arranges avec lui. Là, on a fait un protocole d'accord. On s'est mis d'accord, il perd son dépôt de garantie. Moi, ça me laisse 2 mois ou 3 mois pour relouer le local. Tout le monde est content. Il ne va pas aller en procédure. Et voilà. Et tu veux, c'est des discussions que tu peux avoir avec un mec qui fait du business. Un mec qui est chez toi locataire et qui malheureusement a des problèmes financiers. Et bien sûr, il faut accompagner. Mais tu vas lui dire quoi ? Tu vas être dans la rue. Le mec, il va dire écoute, je ne peux pas sortir. Et humainement, bien sûr, c'est plus compliqué. Donc, tu vas pas aller lui dire écoute, je m'en fous, tu vas aller dormir sous les ponts. Donc, on est vraiment sur un besoin. Il faut être protégé. Voilà, moi, je le répète, on le dit chez Maslow, il faut que tu aies un administrateur de biens, il faut que tu sois assuré, il faut qu'aujourd'hui, ce soit pas toi qui t'en occupe, sinon c'est la galère et déjà, ça te prend la tête parce que tu vas penser à ça matin, midi et soir, c'est pas à toi de t'en occuper. Toutes les 5 minutes, le locataire, il t'envoie un message en t'expliquant qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vas vraiment. En plus, c'est pas ton métier. Donc, à un moment donné, si c'est ton argent. Donc, c'est ton argent, mais tu vas quand même pouvoir le déléguer. Et moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux que tu ailles faire ton business, ce que tu sais faire, et aller gagner de l'argent, que d'aller perdre ton temps à aller réparer une chasse d'eau ou un truc, quoi. Ouais. Quand tu dis que le rendement est supérieur, c'est vrai, parce que facialement, tu as annoncé entre 7 et 10%. Tu nous as expliqué la différence entre du 7 et du 10. Aujourd'hui, quand tu fais de l'immobilier résidentiel classique, tu es entre 3 et 5, on va dire. Après, la fiscalité, elle peut te permettre d'optimiser quand même un peu. Donc, tu as dit, toi, tes investisseurs, ils passaient souvent par la SCI LIS. C'est-à-dire que c'est des investissements de conservation où tu vois aussi des gens qui arbitrent. Donc, si je suis à l'IS, je réintègre de la plus-value. Mais comment voilà, c'est des gens qui font... En fait, est-ce qu'un patrimoine d'immobilier commercial, ça tourne comme ça pourrait tourner Alors, il y a plusieurs types d'acheteurs. Nous, on a des acheteurs qui peuvent garder ça pendant 15-20 ans. Et on a aussi des acheteurs type ce qu'on appelle value add, où ils veulent aller optimiser un loyer parce que aujourd'hui, ils achètent avec un rendement très bas. On a un bail qui est complètement sécurisé. Dans 3 ans, il va être déplafonné. Donc, il y a plein de systèmes pour déplafonner les loyers aussi en commerce. D'où l'intérêt de connaître le bail commercial. Et une fois que le loyer est déplafonné, tu peux valoir 3, 4 fois, 5 fois la valeur. Donc, il y en a qui ont acheté des locaux avec des loyers très bas. Ils achètent le loyer bas.
en disant qu'il y a un super emplacement et en disant donc c'est plutôt eux qui vont être à l'initiative de la fin du bail. Exactement. Et eux, ils vont demander aux locataires de partir, bien entendu avec une indemnité d'éviction. Et c'est derrière, quoi l'indemnité d'éviction ? Une indemnité d'éviction, c'est un protocole que tu vas avoir avec ton locataire en disant écoute, tu as un fonds de commerce, je sais pas, qui vaut tant. Moi, j'ai pas envie de te renouveler ton loyer. Bien, je te fais le chèque. Et écoute, le loyer, il était de 1000, là, il passe à 10 000. Ça m'arrange, je te fais un chèque de ta valeur de fonds de commerce. Et ça, c'est une négociation ou c'est une négociation. Et c'est aussi une procédure judiciaire. Si demain, donc, si je te dis non, tu me dis, je suis ton locataire à 1 000 euros. Tu m'envoies un courrier pour me dire le loyer passe à 10 000, je suis pas trop d'accord, mon ami. Donc... Exactement. Au bout de 9 ans, tu vas m'envoyer un courrier toi et tu vas me dire le bail arrive à échéance, merci de vouloir me renouveler le bail. Et moi, je vais te dire écoute, t'es gentil, mais c'est plus gentil, cher. Mais le renouvellement est automatique. Mais je demande à ce moment-là à t'évictionner. Donc l'éviction, c'est de te dire écoute, il y a une valeur de fonds de commerce. Moi, le loyer est trop bas. Soit on le remet auprès du marché, soit à ce moment-là, je te paye et je vais rouler à quelqu'un d'autre. D'accord. Et si je suis pas d'accord, c'est la justice qui tranche. Donc il y a c'est souvent la justice qui tranche, qui vont déterminer avec un expert auprès des tribunaux qui va déterminer une valeur. Ok. Très bien. Vaut mieux se mettre d'accord avant, je suppose. Ouais, en général, on se met d'accord. Ok. Donc on a dit, si toi tu devais mettre les deux côtés du filet du tennis, le rendement qui est plus élevé. Si j'ai des emmerdes, c'est des emmerdes plus grosses, mais elles peuvent se régler plus rapidement. Sur le financement, c'est un peu différent. On a vu que c'est un financement professionnel. Par contre, j'ai parlé normes HCSF, donc ça veut dire que mon endettement personnel, finalement, s'en fout un peu. C'est ça, donc et c'est le côté positif. Multiplier aussi les acquisitions. Donc côté positif, mon endettement personnel, on s'en fout un peu. Côté négatif, ma durée de financement, mon taux de financement, l'apport personnel qu'on me demande, il est plus proche un peu de ce que moi je vois sur les non-résidents, sur lesquels on va leur demander 30-40% d'apport versus les 5 ou 10 de mon investisseur franco-français qui habite ici. Ouais. Toi, c'est plutôt 20% d'apport. C'est ça, à peu près 20-25%. Après, toi, tes investisseurs vont mettre un apport plus faible, mais ils vont épargner. Oui, ils vont avoir un effort mensuel. Donc, si tu veux, ça revient exactement même, sauf qu'il faut les avoir au début. Mais quand tu mets tous les mois, tu as un effort d'épargne, donc ça revient exactement. De toute façon, pour le calcul, au bout de 10 ans, 15 ans, tu auras mis il faut de la peur, ça veut dire qu'il faut bien que tu mets de l'épargne. Exactement, mais ton rendement à toi, il est tellement faible que de toutes les façons, l'effort d'épargne qu'il a à avoir va être beaucoup plus élevé. C'est la soustraction de l'apport personnel. Peut-être même multiplié par 2, je pense. Si tu dois faire sur 15-20 ans, je pense que c'est au moins 2 fois l'apport. Est-ce que dans l'immobilier commercial, il y a des règles qui ont changé ces dernières années ? Dans l'immobilier résidentiel, le Airbnb a changé, c'est-à-dire qu'il y a eu la martingale de j'achète un appartement qui a une valeur de 700 € par mois, je vais tripler sa valeur parce que je vais faire du Airbnb, puis finalement la récré est finie. Il y a eu cette histoire de réglementation énergétique, il y a beaucoup de règles qui changent. Est-ce que dans l'immobilier commercial, sur les 5-10 dernières années, il y a eu des changements majeurs ? Non, pas du tout. On est vraiment dans un bail où on est en gré à gré. Donc en fait, je peux marquer ce que je veux à l'intérieur. Il faut que les deux parties soient d'accord. Et bien sûr, il y a des grandes règles. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Là, ils ont parlé récemment de mettre la taxe foncière non plus à la charge du locataire, mais à la charge du propriétaire. Donc sur certains baux, etc., ils essayent de rentrer et de changer un petit peu les règles. Pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Et là, aujourd'hui, je peux toujours mettre que la taxe foncière soit à la charge. Et c'est ce qui m'a fait aussi un peu changer. Moi, mon fusil d'épaule personnellement, c'est qu'il y avait des lois qui passaient, pas toutes les semaines, mais tous les ans. Ils passaient d'un minimum de surface, après d'un maximum, d'un loyer plafonné à un loyer déplafonné. Enfin, c'est pas vraiment lisible. Donc, c'est vraiment l'immobilier d'habitation, quand tu n'es pas professionnel et que tu connais pas grand, il va falloir que tu sois accompagné comme toi tu fais. Sinon, tu risques de faire n'importe quoi. Tu risques de te planter et surtout que ton tableau Excel, il marche pas, quoi. Il marche pas. C'est vrai. C'est plutôt ça. Ok. Quel conseil tu as envie de donner aux gens qui nous écoutent et qui découvrent par ce podcast l'immobilier commercial et qui veulent s'y intéresser ? Moi, le conseil que je peux donner, c'est déjà, bien sûr, commencer sur l'habitation parce que c'est quand même un premier pas vers l'acquisition. Ouais, je fais pas all-in sur une boulangerie à 600 000 €. Voilà. Donc, tu vas aller sur l'habitation, tu vas comprendre le règlement de copro, tu vas comprendre les charges, tu vas comprendre les loyers, tu vas comprendre un peu tout ça. Tu vas démarrer le changement de locataire,
les emmerdes et tout ce qui s'ensuit. Et après, les points positifs aussi de se constituer un patrimoine. On n'a pas d'emmerde, mais quand même. On espère. On espère tous. Et après, je pense que c'est sympa aussi dans un deuxième temps, une fois que tu as fait un peu le tour, de venir voir aussi l'immobilier commercial. Ça peut être du bureau, ça peut être, comme tu dis, du médical. On a beaucoup de médecins en ce moment qui demandent à être en rez-de-chaussée parce que les lois PMR, ERP, tu sais, ont vachement changé. Ouais. Donc, ils veulent vraiment avoir des accès sur rue. Ils ne peuvent pas faire de pub. Donc, la publicité est sympa pour eux d'être sur la rue. Tout ce qui est... c'est un bon type, c'est ça. Ouais, bien-être et tout. Donc, on a beaucoup, ça, c'est intéressant parce que la réglementation PMR fait que ça va être plus difficile pour les professionnels de santé d'être en étage, parce que voilà. Donc du coup, ils vont se remettre à rechercher des rez-de-chaussée. Ils veulent que du rez-de-chaussée pour avoir des accès. Alors que c'était moins cher évidemment d'être au premier étage dans un immeuble que de payer le truc qui était sur la rue. Mais ils n'avaient pas de visibilité. Et, là, la concurrence est rude. Donc avec les nouveaux centres, tout ce qui s'installe, ils aiment bien aussi d'avoir une super belle vitrine, d'être dans des rues un peu commerçantes pour drainer un peu le passage. Ça dépend ce qu'ils font. Mais Exactement. Bon, je parle pour tout ce qui est médecine, on va dire, esthétique. Oui, les dermatos, etc. Tout ça. Okay. Donc c'est vrai que le démarrage, il peut se faire déjà dans l'habitation, et souvent on voit des gens qui ont commencé un gros patrimoine et qui veulent essayer de diversifier, et on les accompagne. Continuer à le développer. Et continuer aussi dans l'habitation, bien sûr. Après, ça peut être aussi des pieds d'immeubles, ça veut dire qu'on a souvent des immeubles avant, donc on accompagne pas mal aussi sur les immeubles, et derrière on a un ou deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée, et voilà, derrière, tu commences un peu comme ça. Ça permet de valoriser ton immeuble. En fait, si tu étudies bien ton immeuble avec tes apparts, le rendement locatif de tes appartements, mais ton local commercial, en fait, d'avoir une excellente analyse de ton local commercial, ça peut te changer la donne sur ton immeuble. Ça change ton rendement. Ça change ton rendement. Sur des locaux bien placés, moi j'ai des copains qui ont acheté des immeubles sur des rues principales avec des loyers très bas. Dans le temps, ils ont fait du x2, x3 sur les loyers. En fait, la valo de l'immeuble, elle s'est faite sur peut-être sur les 50 mètres carrés d'en bas. Oui, parce que l'habitation, c'est très lisible. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je tape une adresse, j'ai une surface, un prix. Tu vas avoir quoi comme opération à faire? Peut-être une décote de travaux que tu vas pouvoir faire. Mais finalement, on voit de toute façon tous les marchands de biens qui ont essayé de faire de la plus-value dans l'habitation. C'est plus dur. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut acheter des trucs bien pourris. Oui, mais bon, les travaux sont tellement chers qu'à la fin, tu te retrouves aussi arrivé au prix du marché. C'est plus difficile d'aller chercher la renta. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que j'ai oubliés dans notre échange? Écoute, non, bail commercial, donc bien entendu étudier, être accompagné par des professionnels, ça c'est hyper important. Alors, je parle pas forcément... Toi, tu m'aides à sélectionner. Donc, moi, je vais investir à Caen, t'as compris, parce que voilà, la plus belle ville de France. Donc, à Caen. Deuxième. La deuxième, c'est quoi la première? Paris. Évidemment. Donc, toi, tu aspires aujourd'hui l'offre du marché. J'analyse. Voilà. Moi, je connais un peu la ville de Caen. Je vais connaître des adresses que voilà. Ok. Ensuite, toi, tu vas m'accompagner sur le choix du local, l'analyse du locataire, du bail, etc. Exactement. Le financement. Est-ce qu'il y a des courtiers spécialisés? On a des courtiers spécialisés, on a des banques spécialisées. Il y a des banques spécialisées même? Bien sûr. Ok. Qui sont spécialistes, surtout pour les gros porteurs. Ok. Qui sont professionnels de l'immobilier, qui sont accompagnés par des banques spécialisées. Ok. Ensuite, la structure, les SCI, structure, etc. SCI, SA, SARL, etc. Et souvent, s'il y a des holdings avec des filles, etc., pouvoir faire des montages un peu... L'apport en compte courant sur les SCI, etc. Ok. Comme vous faites déjà. Et derrière, donc, s'il y a une rédaction de bail, on fait aussi. Ok. Et la gestion immobilière classique. Ok. Donc, A à Z. Ok, bon écoute, moi je suis ravi, j'ai appris plein de trucs. Ouais. Donc c'est intéressant pour nos investisseurs, sur nos multi-investisseurs aujourd'hui. J'aime bien ce que tu dis sur la diversification, un peu comme dans ton argent, tes placements financiers. Exact. On n'est pas tous dans le même panier, et que ça peut être un step 2, un step 3 qui peut être un accélérateur. Donc j'ai envie de dire aussi, dans ma population d'investisseurs, peut-être moi, mes primo-investisseurs, peut-être que le step 2 ou step 3, ça peut être ça, parce que leur évolution salariale, j'ai beaucoup de gens très urbains, très dans la tech, très avec des beaux revenus. Oui. Parfois, ils ont un peu l'ambition de faire all-in tout de suite, de chercher la martingale tout de suite, d'acheter des immeubles tout de suite. Et au final, on s'aperçoit que parfois, ils font rien, ou parfois, ils oublient des cases dans le tableau Excel. Et de commencer par le fonds euro, un peu dynamisé, puis comment je valorise un peu ce que j'ai déjà fait, comment je passe la seconde, comment je me suis rendu confiant dans mon premier investissement pour en faire un deuxième. C'est ça. Et de ne pas avoir les mêmes locataires, les mêmes emplacements. Les avocats, les banquiers, etc. Être super bien entouré, parce que
C'est vraiment la petite ligne que tu n'as pas vue, la virgule, etc. Comme nous avec les notaires, où tu as confiance. Il faut vraiment aller avec des gens qui te suivent vraiment. C'est pas une blague. Ça joue pas grand-chose parfois. Donc il faut vraiment aller avec des personnes qui peuvent t'accompagner. Et c'est vrai que nous, sur l'immobilier commercial, on a les tenants, les aboutissants. On a déjà eu beaucoup d'acquisitions. On a eu les bons interlocuteurs. On peut conseiller aussi derrière les bons avocats et les bons gestionnaires, les bonnes personnes aussi pour les commercialisations, connaître les valeurs. Un peu d'expertise, un peu d'expérience. Maslow, nous, on est un site internet très jeune, mais on est adossé évidemment à un groupe qui a 40 ans d'ancienneté, qui gère 20 000 logements. Donc, analyser des marchés résidentiels, on sait le faire. On est capable de dire dans telle ville, voilà comment ça se loue, voilà où il faut louer, voilà ce qu'on a comme bien aujourd'hui en gestion. Voilà. Tel immeuble, ça vaut ça, mais l'immeuble d'à côté, il est moins bien parce qu'il a 22 étages et qu'on a un problème de charge et des soucis avec les locataires, etc. Et c'est exactement la même chose. Il va falloir avoir le maximum d'informations pour que tu puisses prendre ta décision, mais la décision, elle est, encore une fois, plus sur un deuxième, troisième investissement qu'un premier en rentrant sur un marché, à moins d'avoir, encore une fois, le locataire AAA sur un super emplacement où là, tu ne te poses pas de questions et tu peux y aller. Mais peut-être que tu n'auras pas l'info. Mais tu n'auras pas l'info. Ok. Raphaël, meilleur acheteur. Merci. Merci à toi. C'était super. Ouais. Merci beaucoup. Merci à bientôt tout le monde. À bientôt. Salut. Ciao.